Je remercie l'invitation, etc. Et le titre de mon exposé, c'est les discours autoritaires au Brésil et les corps féminins. C'est la résistance comme moyen d'existence. C'est la crise politique au Brésil, le discours des violences contre les femmes, les racismes, l'homophobie du président brésilien Bolsonaro qui m'a motivé à écrire cette communication. À mon avis, je crois qu'il faut que nous réfléchissions sur les discours autoritaires au Brésil et peut-être dans l'Amérique latine aussi. Mais moi, quand je suis brésilienne, aujourd'hui je parlerai du Brésil, car je trouve qu'il est urgent de penser à une nouvelle narrative qui puisse surmonter les problèmes de l'ignorance et des discours de haine qui étaient légitimés et produits par les gouvernements autoritaires de Bolsonaro et des autres propriétaires du capital au Brésil. Je propose donc de penser à une résistance comme moyen d'existence. Tout d'abord, je voudrais vous parler des discours autoritaires au Brésil, plus spécifiquement de la mémoire des femmes durant la dictature civile militaire de 1964 à 1985. La situation politique et aussi la situation politique brésilienne actuelle. Car même s'ils sont de périodes historiquement différentes, la démocratie brésilienne est jeune. Il est directement affecté par le discours autoritaire et militarisé. Plusieurs femmes ont participé des mouvements politiques de résistance à la dictature civile-militaire de 1964. Et durant cette période très violente de l'histoire brésilienne, elles ont créé des moyens d'exister et aussi de construire de nouvelles manières d'expression politique. Moi, je pourrais vous donner comme exemple le mouvement do cours de la vie, que c'est le Movimento do Curso de Vida en portugais, qui est selon Tiago Monteiro, il a fait une recherche très profonde sur ce sujet. Moi, je fais une recherche dans laquelle j'étudie les corps féminins durant la dictature, mais je ne vais pas parler de ça maintenant, je n'ai pas le temps. Mais, le mouvement, l'MCV, peut être considéré comme le plus grand mouvement populaire créé durant la dictature militaire brésilienne. Les femmes étaient responsables aussi de sa création, parce que c'était un groupe de femmes et aussi des associations populaires de l'Église catholique. Et donc, on pourrait dire que cette construction politique, la participation des femmes, etc., a ressignifié les propres rôles sociaux de ces femmes militantes dans la société de l'époque. Elles étaient à la pointe de lutte contre la dictature. Mais ce mouvement, malheureusement, a été oublié par la plupart de la société brésilienne aujourd'hui. Mais c'est celui qui a été responsable pour avoir organisé une manifestation publique énorme contre la dictature avec 20 000 personnes sur la place d'Assé, à São Paulo, en 1978. La philosophe brésilienne, qui est un prof de philosophie et histoire à l'université Unicamp, Margaret Hago, elle a publié un livre qui s'appelle Aventura de Contar-se, c'est quelque chose en français comme l'aventure de parler de soi-même, dans laquelle elle présente des narratives autobiographiques et les témoignages des femmes militantes féministes en utilisant la pensée foucauldienne pour réfléchir sur la subjectivité d'une existence féminine qui transcende sa place usuelle dans une société oppressive machiste. Et aussi, elle utilise un concept qu'elle-même créé qui s'appelle l'art d'existence. Par exemple, Margaret Hago, elle raconte l'histoire d'Amelinha Teles, qui est une militante féministe qui a été arrêtée et torturée par l'armée brésilienne. En fait, elle et sa famille, et ses enfants, qui avaient 4 et 5 ans à l'époque. Elle était membre du MCV, c'est le mouvement du cours de la vie, et elle était une femme vraiment révolutionnaire. Elle a vécu durant la dictature des expériences horribles, mais malgré cela, elle est encore aujourd'hui une militante très active contre la violence d'État. Elle est en fait une référence des résistances politiques dans les mouvements féministes brésiliens.
peut-être ce que Margaret Hag propose est une manière de maintenir l'existence des femmes à travers de ces histoires et les situer dans une cartographie de la mémoire féminine. Peut-être cela est une manière dans laquelle les femmes peuvent résister à ce type d'oppression et violence. Alors, selon Judith Butler, dans le livre Frames of War, When is Life Breathable, en français c'est Ce qui fait une vie. Avant que les corps puissent être considérés un corps, il faut qu'ils s'adaptent à un ensemble de caractéristiques qui modèlent conformément à des formes politiques et sociales. Pour que cela se produise, il faut que les corps se socialisent et qu'ils correspondent à des expectations sociales puis assurer sa subsistance et son maintien en vie. Tout y devrait être adapté, aussi bien les langages et les désirs de vie. Selon Butler, je cite, c'est le corps un phénomène social. Il est exposé aux autres, il est vulnérable par définition. Fin de citation. Car pour son existence, il s'entretient au moyen des rapports avec ce qui lui est externe, c'est-à-dire comme quelque chose qui, par définition, est soumise à la force sociale, elle est vulnérable. Mais bien sûr que la vulnérabilité est la condition basique d'être humain. Cependant, et ces cas-là, Judith Butler parle du sens politique de la vulnérabilité, c'est-à-dire la précarisation du corps des groupes minoritaires comme les femmes. On pourrait dire qu'il y a des différences hiérarchiques entre la place d'hommes et de femmes dans la société. Donc, dans les moments historiques plus oppressifs comme les gouvernements autoritaires, les femmes sont plus précarisées que eux à cause de la violence des genres. On peut citer comme exemple des viols et tous les contraintes sexuelles subies par les femmes. En cas de torture, les femmes souffrent de violences sexuelles aussi, comme Amelia Telles raconte dans ses témoignages, parce qu'elle a une histoire de vie vraiment horrible dans la dictature aussi militaire au Brésil. Et aujourd'hui, le Brésil a un gouvernement autoritaire avec un président qui a fait la légitimation des discours de haine contre les minorités sociales, comme quand elle dit. En fait, je vais lire directement en français. Je suis en faveur de la torture, vous le savez. L'erreur de la dictature a été de tuer les gens, ou torturer les gens et pas de tuer. Elle dit aussi, je ne me battrai pas et je ne ferai pas aucune discrimination. Mais si je vois deux hommes s'embrasser dans la rue, je vais les frapper. Il dit aussi pour un député, c'est une femme brésilienne, reste là, Maria do Rosario, qui c'est une députée, reste. Il y a quelques jours, vous avez me traité de voleur au Salon Verde, c'est une place. Je vous ai dit que je n'aurais pas vous voler parce que vous ne les méritez pas. C'est le président du Brésil qui dit ça. Ce type de discours peut bien légitimer des actes violents contre les minorités. Car les discours de haine peuvent blesser des personnes auxquelles ils sont adressés. C'est pas moi qui dis ça, c'est Butler qui dit ça dans le livre Pouvoir des mots. Et comme exemple, on peut citer l'assassinat des femmes, qui au Brésil on appelle des féminicides, qui ont augmenté 76% durant les premiers trimestres de 2019, cette année à São Paulo. Au cas du père d'une famille qui a été assassiné avec 80 coups de fou par l'armée brésilienne. Et selon Bolsonaro, les morts de cet homme a été qu'un incident, ce n'est pas une chose sérieuse. Cependant, comme dit Judith Butler dans le livre Les pouvoirs de mots, le langage produit des discours ambivalents, car à travers d'elle, on peut être offensive avec les autres, comme en cas de racisme, sexisme, homophobie. Mais on peut aussi réapproprier les mots comme black ou queer pour les ressignifier, en les utilisant d'une manière politique pour promouvoir la subversion des identités assignées.
assignées. Ainsi, je me pose comment on peut réassigner ce type de discours comme manière de faire la résistance. Comme Margaret Hago, Eugênia Vilela, que c'est professeur de philosophie à l'Université de Porto, au Portugal, elle propose de faire une cartographie des déplacements des hommes et des femmes dans la place précarisée et abandonnée. Elle utilise par exemple le témoignage comme une stratégie de construction de nouvelles narratives de ce corps, principalement en créant des narratives silencieuses, car par Vilela, le silence peut être un langage de résistance aussi. Et pour cela, Vilela utilise les concepts de biopolitique pour penser le silencement des sujets, puisque même si le corps est considéré comme objet, dans lui-même existe espace pour faire résistance. Alors, on peut dire que pour faire la résistance, on peut le faire de différentes manières, vu que l'on peut la faire en utilisant le même silence. Par exemple, le silence durant une session de torture est un moyen de résistance aussi. Mais la question que je me pose est comment on peut résister comme moyen de maintien en vie contre les violences et les précarisations du corps vécu durant un gouvernement autoritaire. Judith Butler parle de la resignification des mots. Alors, si on pense à un mouvement cyclique de l'histoire dans lequel la violence revient toujours, peut être la proposition de créer une narrative parallèle et personnelle serait un type de résistance, comme une résistance de mémoire des femmes victimes de la dictature brésilienne proposée pour Margaret Hago. Peut-être la construction d'une nouvelle imaginaire des femmes et des autres groupes minoritaires pourrait se battre contre le discours injurieux et aussi l'encouragement des actes de violence contre une population spécifique. Mais surtout, comme dit Butler, les rassemblements est un type de résistance valide aussi. Mais il faut penser à la propre précarisation dans les manifestations publiques. Cependant, on peut résister violentement ou pas, car on peut utiliser comme ressource de la performatisation du corps. Je cite Judith Butler, c'est dans le livre Rassemblement. On peut envisager des tactiques comme la grève des fins de prison, l'arrêt du travail, l'occupation non violente d'un bâtiment officiel. Mais ce qui tend à unifier toutes ces actions est qu'elles remettent en question la légitimité d'un ensemble de politiques ou d'actions ou d'une forme spécifique de régime. C'est parce qu'elle parle sur les manifestations qui ne sont pas violentes comme un type de performativité du corps. Donc, je propose de réfléchir ensemble sur la résistance en racontant une petite histoire de la dictature civile. J'ai proposé de réfléchir ici ensemble sur la résistance en racontant une petite histoire de la dictature civile militaire au Brésil, mais aussi à la situation politique du pays d'aujourd'hui, du Brésil. Je n'ai pas une solution, mais je crois qu'il faut penser à des manières de faire la résistance comme maintien et en vie. Oui, c'était vite. Merci beaucoup, Clara. Merci beaucoup, Obed, d'avoir accepté de remporter sa communication. C'est très